Eliane Calvet m'a demandé d'interviewer Gérard Wageman à propos de son livre L'œil absolu. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et on était filmés. C'est une mutation sans précédent, dis-tu. Oui. Une mutation de quoi? La mutation sans précédent, c'est... au fond, l'œil absolu, c'est le nom de cette mutation. C'est-à-dire l'idée que le réel est entièrement traversable, qu'il n'y a plus d'opacité potentielle. Ça ne dit pas que, bien entendu, la science considère qu'il y a des opacités pour beaucoup de choses, parce qu'elle est fondée sur les énigmes, elle se confronte aux énigmes et tente de les résoudre. Mais il y a une idéologie, alors en effet, ça relève de l'idéologie, qui suppose aujourd'hui ça, que tout le réel est traversable, visible, potentiellement, qu'aucune opacité ne peut résister, et l'idée que ce regard-là est mis en avant, en œuvre, dans une machinerie, dans une technologie, est un fait actuel et en vérité très récent. Relativement, j'arriverai pas à le dater, mais on pourrait dire que les années 80-90 ont été le moment où ça s'est mis en place, et aujourd'hui c'est installé, et beaucoup de facteurs ont contribué à installer ça. Et cette idéologie s'est répandue dans tous les domaines de la société. C'est-à-dire, c'est à la fois une idéologie inspirée de la science et de la technique, qui vient de cette pensée-là, avec les conséquences funestes, en effet, que je vois, qui sont le corrélat de la thèse que tout le réel est visible, qui revient à dire donc que tout ce qui ne serait pas visible ne serait pas réel, à quoi je m'étais tout de même affronté auparavant à propos des chambres à gaz et du discours négationniste là-dessus, qui se fonde sur le fait justement que ce qui n'est pas visible n'est pas réel, puisqu'on n'a aucune image, c'est donc que ça n'a pas existé. Aujourd'hui, cette idéologie-là est absolument répandue dans tous les domaines et concerne absolument tous les champs de la vie. Donc à la fois la politique, mais aussi la médecine, mais aussi les champs, l'espionnage, la géographie, tous les domaines dans lesquels le regard devient maintenant est devenu maître. Et l'idée que le regard soit maître aujourd'hui est ce qui détermine ce moment particulier de cette mutation particulière qui définit notre civilisation. D'une société dans laquelle tout était caché, voire où le caché allait avec le silence, qui était l'époque, au fond, qu'on a qualifiée de freudienne. Aujourd'hui, plus rien n'est caché et on n'est plus dans le silence. Et donc la question se pose, au fond, ça ouvre au moins pour moi la question, qu'est-ce que fait la psychanalyse dans un monde, où va-t-elle se situer dans un monde où justement plus rien n'est caché, où tout se montre, où tout à la fois est observé, où les gens se montrent eux-mêmes directement, que les gens, non seulement l'envahissement du regard du maître, mais aussi l'exhibition généralisée des sujets. Quelles conséquences pour la psychanalyse de cette situation qui est la nôtre, de nous retrouver dans des cabinets avec des rideaux, des fenêtres, des portes fermées, et où un sujet est supposé n'avoir d'autre regard auquel s'affronter que celui supposé de l'analyste. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait des caméras aussi branchées sur le cabinet du psychanalyste, sous des formes diverses, de l'évaluation ou autres d'ailleurs. Il n'est pas sûr qu'il y ait une extension du domaine du regard, finalement. Peut-être même un rétrécissement du domaine du regard, comme tu le signales dans l'exemple de la vidéosurveillance. Finalement, il y a un œil qui est braqué en permanence, mais personne ne regarde jamais les bandes. Absolument. Donc, je me disais, là, tu fais surgir une opposition qui effectivement renvoie à cette très difficile analyse que Lacan fait de la pulsion scopique en différenciant par la skise, l'œil et le regard, mais d'une certaine façon, ça le fait apparaître encore mieux, puisqu'on a une multiplication des prothèses de l'œil et une raréfication du regard. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. D'ailleurs,
je crois dire à un moment purement et simplement qu'on voit de moins en moins, au sens du regard. Oui, ça correspond en effet à un appauvrissement généralisé. Mais c'est vrai que ça ouvre aussi cette extension du domaine de l'œil, au sens où tu le dis. L'idée, c'est nous sommes de plus en plus regardés. C'est ça le point. Et au fond, l'idée lacanienne de la skise suppose tout simplement que nous voyons parce que nous sommes regardés. Au fond, les sujets, il faut que nous soyons regardés pour voir. Bon. Freud regardant son petit-fils en train de jouer à la baballe, là, à la bobine, constituait le regard à partir duquel l'enfant pouvait accéder à quelque chose. Or, aujourd'hui, la question c'est, il y a de plus en plus de regards, et nous voyons en vérité de moins en moins. C'est ce point, d'une certaine manière, aujourd'hui, qui m'intéresserait, enfin, de regarder. On voit de moins en moins, aussi, enfin, au sens le plus simple, c'est on regarde moins, les gens, on voit moins ce qu'on nous montre, on ne voit même pas tout ce que l'œil peut voir. Enfin, on est dans un état, et de fait, le seul fait d'avoir, enfin, ce que tout le monde peut constater, sous la forme la plus simple, on va voir des endroits, tout le monde photographie, tout le monde filme, et tout ça est fait pour qu'on ne voit jamais rien de ce que. Et donc, plus on voit, moins on regarde. Oui, c'est ça. Plus on voit, moins on regarde. Absolument. Par rapport à la question de la mise en scène, qui est tellement déployée par Lacan dans ses différents séminaires, et en particulier dans celui où il étudie l'acting out, le passage à l'acte à partir de la montée sur la scène, ou au contraire de la sortie de scène, et puis même à partir de la phrase de Freud de l'autre scène. Qu'est-ce que ça change, la mutation de l'œil absolu sur la question de la scène? Où se trouve la scène? On est un peu perdu. Oui, on est un peu perdu. On est un peu perdu parce que toute la question, c'est que ce qui tend à disparaître, c'est l'opposition entre le champ et le hors-champ. Au fond, Lacan, toute la réflexion de Lacan à propos de la scène et du regard en général, elle est relative à un monde dans lequel la question de la division du champ et du hors-champ opère. Et de la scène théâtrale. Et de la scène théâtrale, et fondamentalement du tableau. Le tableau est le modèle même d'une scène qui avait pu exister antérieurement, historiquement, mais au fond, le tableau a théorisé ça. Avec l'idée justement d'une limite et d'un regard qui est ouvert sur autre chose, et au-delà duquel on ne peut pas aller, parce que ça, c'est ce que, à l'occasion, note avec piquant Hubert Damisch. On a beau dire que c'est une fenêtre, le tableau, mais quand on s'en approche, on ne voit pas, contrairement à une vraie fenêtre, on ne peut pas voir ce qu'il y a sur les côtés. Quand on se met à la fenêtre de chez soi, on voit ce qu'il y a de part et d'autre, pas sur un tableau. Et au fond, ça, c'est une limite absolue. Et le cinéma, tous les arts ont joué récemment là-dessus, en particulier le cinéma. Exemple merveilleux du générique du Mépris de Godard, où l'ouverture du film se fait sur le hors-champ même, qui est la caméra, qui est au centre même de l'image. Les artistes ont travaillé ces derniers temps sur ça, avec une exposition qui fait, à mon avis, date de ce point de vue-là, dans les années 90, à Beaubourg, qui s'appelait Hors limite, justement. Comment on sort des limites et tout, quand on regarde un peu la logique de tout ça, c'est pour s'apercevoir que tout va dans le sens de supprimer cette opposition, de faire se réduire ce qui fait limite entre le champ et le hors-champ. On avait déjà, avec Lacan, vu opérer la subversion surface-profondeur. Mmh. Donc là, on voit opérer la Absolument. subversion champ contre champ. Enfin, champ hors champ. Champ hors champ, oui. Enfin, on voit s'opérer. C'est-à-dire, la question, c'est que il y a, dans l'idée de l'œil absolu, il y a justement la suppression du hors champ. C'est-à-dire, plus rien ne peut être hors champ. Aujourd'hui, toute la question, c'est ça. C'est comment faire disparaître, comment faire qu'il n'y ait pas de hors champ. Et la psychanalyse, d'une certaine manière, socialement, même si c'est
enfin c'est métaphorique, mais pas seulement métaphorique, la psychanalyse apparaît comme un élément hors champ dans le champ social, et justement, il y a une manière de la penser comme, la question étant posée, comment faire entrer la psychanalyse dans le champ sous des formes autoritaires, comme on est en train de le faire, plein de manières aujourd'hui de faire entrer ça. Mais c'est une métaphore. Enfin, c'est une relative métaphore, mais c'est une métaphore liée au regard, mais qui fonctionne absolument dans tous les domaines aujourd'hui. C'est-à-dire cette suppression de l'opposition. Plus on n'a plus le droit au hors-champ, de la même manière, ça veut dire plus le droit au cachet, plus le droit. C'est pour ça que je revendique, le livre tout de même se conclut d'une certaine façon sur cette revendication tirée venue de la philosophie 19e sur le droit au cachet, c'est-à-dire la nécessité justement du hors-champ pour que les sujets, que la psychanalyse doit garder la possibilité de jouer dans son domaine, dans son hors-champ justement.